Bonjour à tous et tous, c'est Elsker, on se retrouve pour l'épisode 3 de Parlons Constitution. Dans cet épisode, nous allons nous poser encore une fois la question « Quelle société ?» Mais cette fois-ci, après la dernière fois avoir abordé sous l'angle de quel type de société, même si on n'y a pas vraiment répondu, puisque justement, aujourd'hui, il nous faut répondre à la question « Dans quel but faire société ?» Alors, commençons du coup par voir d'abord l'état de nature. L'état de nature, attention, c'est une hypothèse méthodologique. C'est ce que serait l'homme en dehors de la société et des règles sociales. Ce que serait l'homme à l'état de nature. C'est une hypothèse méthodologique, c'est une fiction. On ne conçoit pas, les philosophes qui ont pensé l'état de nature ne conçoivent pas que cet état de nature ait pu déjà exister. C'est en fait comme si on prenait l'homme, tel qu'il est maintenant pris dans des relations sociales, des relations politiques, et qu'on enlevait tout ça, et qu'on cherchait à voir ce qu'il y a de naturel, ce qui reste. Le fameux état de nature. Bien, donc d'abord, voyons la vision de Thomas Hobbes dans Léviathan, Other Matter, Form and Power of the Commonwealth Ecclesiastical and Civil, en 1651. C'est quoi? C'est Léviathan, la matière, la forme et le pouvoir d'une richesse commune ecclésiastique, donc de l'Église, et civile. Si je vous le traduis rapidement. À droite, du coup, on voit disons la première page, en fait c'est un frontispice pour être plus précis, de la première version du livre. Alors, que nous dit Hobbes ? On va réfléchir, on va présenter la vision de Hobbes seulement sur quelques points rapidement. Du coup, j'ai pris deux citations. L'homme est un loup pour l'homme. Cette citation de Hobbes est très très célèbre. Je pense que vous la connaissez déjà. Qu'est-ce qu'elle veut dire ? Elle veut dire que l'homme est naturellement, disons, mauvais. L'homme est un loup pour l'homme. Il est, pour le dire trivialement, il est méchant avec les autres hommes. Il ne vit pas en paix avec les autres. C'est pour ça qu'il va parler d'une guerre de chaque homme contre chaque homme. Comme je l'ai marqué dans cette citation en anglais, que vous pouvez lire. Enfin bref, je préfère vous la mettre en anglais parce que ce qu'il y a surligné tout au bout, ça fait mieux en anglais que traduit en français, surtout que c'est un peu compliqué. Enfin, il y a plusieurs traductions, donc ça peut être a war as is of every man against every man, ça peut être traduit par la guerre de chacun contre chacun, il y en a qui traduisent par la guerre de tous contre tous. On comprend l'idée. L'idée est que les hommes se battent, les hommes sont belliqueux envers chacun d'entre eux à l'état de nature. Véritablement un état de guerre, pourrait-on dire. À l'état de nature, c'est la guerre de chacun contre chacun. Je pense que c'est assez clair comme ça. Passons immédiatement à... je sais, il y a beaucoup d'écriture, mais vous inquiétez pas. À deux autres visions classiques. J'essaie de résumer parce que le but de cette série, c'est quand même d'arriver à faire quelque chose de politique. Et donc pas de seulement présenter, pas faire trop de pédagogie, même si c'est nécessaire. C'est nécessaire pour penser, de renvoyer à des auteurs, de renvoyer à leurs idées, surtout à des idées. Alors, bon, pour John Locke, dans le traité du gouvernement civil en 1690, il dit qu'un état de nature, c'est l'état de nature où règne la paix et l'égalité. La paix entre les hommes, l'égalité entre les hommes. Mais aussi, forcément, l'insécurité. Chacun peut être agresseur et agressé. Chacun peut être bourreau et exécuté. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que à la fois, les hommes sont égaux entre eux, il règne relative paix, mais en même temps, il y a toujours de l'insécurité. Que ce soit la nature qui nous agresse, disons-le comme ça, que ce soit des autres animaux, des conditions de vie, des conditions climatiques, des conditions d'environnement qui soient mauvaises, mais aussi l'insécurité entre les hommes. Parce que, évidemment, même si les hommes sont égaux et vivent relativement en paix, cet état ne va pas forcément durer. Et il peut y avoir de l'insécurité, et il n'y a pas non plus de bonheur. Alors, cet état peut alors devenir un état de conflit, comme je le disais, de guerre, un état de guerre. Un peu comme chez Hobbes, mais en fait c'est pas l'état de nature qui est un état de guerre, c'est le fait que il y ait certaines personnes qui accumulent des ressources qui sont pourtant limitées, pourtant rares, mais bien évidemment utiles et non périssables. Pourquoi ? Parce que, évidemment, il n'est pas nécessaire, il n'est même pas utile pour soi-même d'accumuler
des choses qui vont pourrir, ça n'a aucune utilité, puisque en les accumulant ça va pourrir, on pourra pas les utiliser après, donc ça ne sert à rien. Alors que, à partir du moment où on invente la monnaie, où on commence à utiliser, la vision de Locke, toujours, on commence à utiliser des objets, des ressources non périssables, donc l'argent, l'invention de l'argent est vraiment quelque chose d'important, chez Locke, à partir de ce moment-là, des individus vont pouvoir entrer en conflit, vont pouvoir prendre du pouvoir, il y aura du coup un conflit, un état de guerre pour l'accumulation de ces ressources, pour l'appropriation. Ensuite, autre vision de l'état-nature, Jean-Jacques Rousseau, dans Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes en 1755, et du contrat social, ou principe du droit politique, en 1762, donc je vous ai mis les auteurs à droite, je pense que vous aviez compris, mais autant le redire. L'homme, à l'état de nature, est heureux et amoral. À l'état de nature, il est heureux. Bon, une vision assez positive, mais il est amoral. Il n'est pas bon, il n'est pas mauvais, il n'est pas moral. Pourquoi? Car il est seul. Quand on est seul, on ne peut pas être moral. Car la moralité, pour Rousseau, bien sûr, on ne va pas rentrer dans des débats philosophiques sur la morale, pour Rousseau, on peut pas être immoral, on peut pas être immoral, parce que on peut pas être moral non plus, parce qu'il n'y a pas de relation avec les autres. On est seul. Il a bien évidemment l'instinct de conservation, ce que dit Rousseau, il a l'instinct de conservation, et il y a la pitié, qui l'incite à avoir une répugnance naturelle, à voir périr ou souffrir, tout être sensible et principalement nos semblables, comme il le dit dans Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Mais on continue, car le temps passe vite, j'essaie de vous présenter ça rapidement, ça va nous servir, parce que déjà là, qu'est-ce qu'on voit? Il y a des problèmes qui sont posés par ce concept d'état-nature. L'homme a-t-il déjà été dans un tel état? Apparemment, ce qu'on nous dit c'est que non, c'est une hypothèse méthodologique. Peut-il seulement l'être? Peut-il vivre, voire survivre à l'état de nature? Et du coup, l'état de nature ne décrit-il une quelconque réalité chez l'homme? L'homme étant un animal social, qui vit avec ses congénères, en tout cas, c'est ce que l'histoire semble nous montrer, est-ce que du coup, ça a un sens que ça nous décrit quelque chose sur l'homme? Et serait-il forcément méchant ou gentil par nature avec ses semblables? Et d'autres questions. On continue du coup. Un homme égoïste, partagé entre passion et raison. Alors là, c'est un développement un peu plus personnel, mais qui, je pense, est partagé par plein de monde en fait. Même si certains diront que l'homme n'est pas égoïste, l'homme est altruiste et tout ça, mais ça c'est un autre débat. Pour moi, l'homme est égoïste, et il est partagé entre passion et raison. Je m'appuie notamment sur ce qui m'a amené à ce genre de réflexion, c'est la fable racontée dans la République de Platon, l'anneau de Gygès. Bon, si vous ne connaissez pas, je vais vous le faire assez rapidement. L'anneau de Gygès, en fait, c'est un anneau qui permet d'être invisible. Voilà. Un jour, il y a un berger, à cause d'un tremblement de terre, ça a tué beaucoup de monde, il a trouvé sur un chevalier cet anneau, et il va s'en servir. La question est de savoir si avec un tel anneau, est-ce qu'il existe un homme qui serait capable de persévérer dans la justice? Parce que, maintenant qu'il a cet anneau, il est invisible, il peut faire un peu ce qu'il veut. Il peut commettre l'injustice sans avoir de punition en retour, sans craindre la punition en retour, sans craindre non plus d'être jugé par les autres, puisque personne ne le voit. Personne ne sait que c'est lui. Du coup, est-ce qu'il existe un homme qui serait capable avec le temps de persévérer dans la justice? Les sophistes, dans la République de Platon, dans le moment de raconter cette phase, nous disent que non. Et l'histoire se termine par ce berger qui va devenir berger royal, grâce à cet anneau, qui va épouser la reine et tuer le roi pour devenir roi. Voilà. Donc c'est l'argument des sophistes ici qui nous montre que l'homme est fondamentalement égoïste. Alors ensuite, l'insociable sociabilité. Cette formule d'Emmanuel Kant est assez intéressante. Pourquoi? Parce qu'il y a sociabilité. L'être humain est un animal social, mais il est aussi insociable. Pourquoi? C'est oxymorique. Sociable, sociabilité. C'est bizarre. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il entend en réalité par là? Et qu'est-ce qu'on peut comprendre de cette formule? On comprend que l'être humain, même s'il vit avec les autres, qu'il a besoin de vivre avec les autres, il cherche toujours à se distinguer des autres, à retrouver une certaine forme d'intimité, une forme de singularité. Il ne se donnera pas entier à la communauté, il cherchera à garder une certaine
singularité, à se démarquer, à garder son identité. On n'est pas comme dans une fourmilière ou dans une ruche, où l'esprit de ruche écrase l'individu. L'être humain est social, il a besoin de vivre en communauté, il vit en communauté, dans des sociétés, mais il a besoin aussi d'avoir une certaine identité, de se démarquer des autres, c'est un peu ça l'idée. Et aussi, je reprends les mots de Freud, Sigmund Freud, le moi, le ça et le surmoi. Bien sûr, je vais simplifier un peu l'idée pour remettre par rapport à cet argument d'un homme égoïste partagé entre passion et raison. Le moi représente plutôt la conscience, disons. En fait, la personne telle que vous êtes consciemment à ce moment présent, la personne qui juge, qui un peu qui agit. La personne qui agit, qui dit, qui réfléchit, qui est là en ce moment même, et qui est bien sûr influencée par le ça, par les pulsions. Et également par le surmoi, les dispositions incorporées. Ou pour ceux qui ont fait un peu de sociologie, ça fait penser un peu à la socialisation, notamment dès l'enfance, et beaucoup pendant l'enfance, où différentes normes, différentes valeurs, différents rôles sont appris. Et au final, même la morale, etc. Et au final, ça va agir sur nous encore plus tard. C'est un peu cette petite voix dans la tête, si vous voulez, qui vous dit « ne fais pas ça, fais plutôt ci, mais pourquoi tu fais ça ?» Cette petite personne qui juge ce que vous faites, qui essaie de vous faire aller vers ce qui pense être le mieux. Vous savez, cette personne, cette petite voix dans votre tête, qui est en fait une partie de vous, hein. Le moi, le ça et le surmoi, c'est une partie de l'identité. Ce n'est pas la conscience, c'est l'identité, le reste c'est des choses un peu bizarres extérieures, ça fait partie de l'identité d'un sujet. Et donc ces dispositions, ce surmoi, il vient vous dire des petites choses, les pulsions, c'est les désirs, c'est l'envie de continuer de manger du sucre, de manger des gâteaux. Et le surmoi viendra vous dire, tu sais très bien que dans la société actuelle, il n'est pas bien de machin, et c'est mauvais pour ta santé, pourquoi tu fais ça, tu vas devenir gros, tu sais que c'est mal vu actuellement, ou au contraire, hein, si on imagine le contraire, pourquoi tu ne manges plus, dans notre société, c'est être gros qui est revendiqué, qui est valorisé, si on imagine une société où être gros est important. Hein, là, on cherche pas à donner de jugement de valeur, hein. Bien évidemment, c'est un exemple. Je pense que vous avez compris, du coup l'homme est égoïste. Il est égoïste et il est partagé entre la passion, les pulsions, et les dispositions incorporées, et sa réflexion et la raison. Parce que quand je mets dispositions incorporées, c'est vrai que on pense pas vraiment à raison. Mais disons qu'il y a beaucoup d'auteurs qui pensent que l'homme est entre passion et raison, certains disent entre réflexion et imagination, comme Pascal. Vous voyez cette idée. Et donc on va conclure sur l'état de nature, parce qu'il faut qu'on avance, hein, on avance. Du coup, qu'est-ce qu'on peut en conclure de tout ça? De cette réflexion de Hobbes, de cette réflexion de Locke, de Rousseau, de ce que là j'ai raconté comme un homme étant égoïste, partagé entre passion et raison sur l'anogenes raconté dans la République de Platon, l'insociable sociabilité d'Emmanuel Kant, l'utilisation du moi, du ça et du surmoi de Sigmund Freud. Du coup, l'état de nature, c'est quoi? Selon moi, c'est une vision un peu personnelle, qui mélange un peu tout un tas de visions, qui s'inspire, disons plutôt. Pas un mélange au hasard comme ça s'inspire. Ce serait un homme égoïste, partagé entre passion et raison, il est ni bon ni mauvais, donc là, on voit une influence de Rousseau, ni bon ni mauvais, ni moral ni moral, il est donc amoral, dans le sens où il n'a pas de morale puisqu'il est seul, quand il est à l'état de nature, si on imagine l'état de nature. Donc il ne l'est pas moral ni moral par essence, mais il peut devenir être bon comme mauvais. Donc on n'est pas dans une vision de l'être humain comme étant fondamentalement mauvais, par nature, par essence, comme pense Hobbes, ou plutôt bon comme le pense Locke. Donc c'est quand même assez rousseauiste, mais passons à la suite, parce que évidemment après l'état de nature, il y a quoi? Il y a le contrat social. Donc là encore je vais vous présenter rapidement, vraiment rapidement, parce que c'est quand même assez long, les visions du contrat social des trois auteurs que j'ai cités, Hobbes, Locke et Rousseau, et ensuite une vision, on passera à une troisième partie, et on verra également ce que j'en pense moi, hein, je vous le dirai à l'oral. Alors,
Contrat d'association d'abord, oui, parce que dans le contrat social, dans les théories contractualistes, donc du contrat social, qu'est-ce qu'on a? On a un contrat d'association. C'est en fait chacun avec l'autre, ou plutôt tout le monde avec chacun, tout le monde avec tout le monde, chacun dans un groupe, c'est moi avec toi, toi avec moi avec lui, c'est tous ensemble. On va faire une espèce de contrat où on va s'unir, un contrat d'association. Et il y a aussi l'idée de contrat de soumission. L'idée de contrat de soumission, c'est en fait la multitude, le groupe, par rapport à, qui se détache du groupe, un gouvernement. Ça peut être un roi, ça peut être un gouvernement représentatif, élu démocratiquement ou non, une oligarchie, un gouvernement. Il y a soumission à quelque chose, à un ordre, à un groupe, à un ordre politique, à une hiérarchisation. Contre une association, chacun avec tout le monde, et tout le monde avec chacun réciproquement, et contrat de soumission, tout le monde avec un petit nombre, une seule personne, un gouvernement. Pour Hobbes, il y a seulement un contrat de soumission. Et cette soumission, doit être totale. Soumission totale, et envers un maître qui doit être absolu. On peut pas le remettre en cause, il est absolu. Je m'appuie notamment sur la citation suivante, traduite en français bien sûr, parce que Hobbes c'est anglais. Sans le glaive, les pactes ne sont que des mots. En plus ça rime, glaive c'est sword, enfin c'est sword dans l'original, et mot c'est word. Ou sword, en plus ça fait quelque chose d'assez joli. Pour les littéraires. Alors pourquoi il nous dit ça? Au lieu de rigoler, pourquoi il nous dit ça? C'est le seul moyen de garantir la sécurité, la paix entre tous, et de garantir la propriété selon lui. Parce que les hommes, étant mauvais par nature, étant agressifs, belliqueux, l'état de nature étant la guerre de tous, de chacun contre chacun, de tous contre tous, il faut un pouvoir fort, il faut une soumission totale à un maître absolu pour garantir la sécurité, la paix entre tous et garantir la propriété. Pour lui, c'est la meilleure chose. Ou comme dirait Machiavel, c'est le moindre mal. Pour Locke, par contre, afin de garantir la sécurité et la propriété, donc on est toujours dans cette idée de garantir la sécurité et la propriété, pour Locke c'est pareil que Hobbes, et pour Rousseau c'est à peu près la même chose. Il est nécessaire de quitter l'état de nature, si paisible et harmonieux soit-il. Les hommes forment alors un contrat d'association. Je reprends, parce que vous pouvez peut-être pas comprendre, si l'état de nature il est si paisible et harmonieux, pourquoi alors le quitter? Parce qu'il y a l'insécurité, parce que finalement il n'y a pas le bonheur, il n'y a pas la propriété, et ce sont des choses assez importantes, et du coup les hommes vont former alors un contrat d'association, donc il y a un consentement de tous, et un contrat de soumission également. Contrat d'association que je rappelle sous Hobbes on ne voyait pas, et contrat de soumission là qui est différent, puisqu'il est conditionnel à un gouvernement. Si la majorité veut changer de gouvernement car elle considère qu'il ne remplit pas son rôle de garantir la sécurité et la propriété, le contrat est rompu, et le gouvernement doit être remplacé. Il y a, pourrait-on dire, un droit à l'insurrection, au renversement de l'ordre établi, presque un droit à la révolution, si vous voulez, même si là le terme est un peu trop général, mais à vraiment l'insurrection, au renversement du gouvernement. Il y a un droit qu'on pourrait qualifier de naturel, même si on reviendra à ça quand on parlera de la garantie, on parlera des temps naturels quand on reviendra sur les garanties des droits. Il y a un droit naturel à l'insurrection. Bon, allons vers Rousseau. Pour Rousseau, sur le contrat social, j'ai fait un peu plus long, comme vous voyez. Donc pour Rousseau, l'homme est sorti de l'état de nature lorsque certains ont utilisé la force des faibles, coalisés pour prendre le pouvoir et ainsi se défendre. Alors j'explique rapidement ce que j'ai voulu dire. L'homme, donc les êtres humains, sont sortis de la nature. Quand je dis l'homme, bien évidemment, c'est l'homme et la femme, il n'y a pas de notion sexiste, bien évidemment. L'homme est sorti de l'état de nature lorsque certains ont utilisé la force des faibles coalisés. Les faibles coalisés. Les êtres humains forts décident d'utiliser les faibles, ensemble, pour qu'ils le défendent, car le groupe est plus fort que l'individu seul, pour prendre le pouvoir. Certains ont pris le pouvoir, et ils vont se défendre grâce à ces faibles coalisés. En formant alors ce petit contrat, ce premier contrat de soumission, les hommes ont cru se soumettre à un ordre leur offrant égalité et sécurité. C'est ce qu'on leur promettait. Dans l'inégalité de la nature, on leur a promis l'égalité, les faibles ont voulu l'égalité,
on leur a promis l'égalité, on leur a promis la sécurité, mais finalement, la liberté a été perdue, la liberté de l'état de nature, selon Rousseau, a été perdue, et les hommes trompés. Car l'inégalité, donc le contraire de ce qui a été promis, l'inégalité, la servitude et la misère devint leur quotidien. Les hommes doivent alors rompre ce contrat. Pour Rousseau, les hommes doivent rompre ce contrat et s'unir par un nouveau contrat. Un contrat d'association où chacun remettrait tous ses droits à toute la communauté, car premièrement, chacun se donnant tout entier, la condition est égale pour tous, et la condition étant égale pour tous, nul n'a intérêt de la rendre onéreuse aux autres. Donc ça, c'est une citation, je vais vous l'expliquer rapidement. Alors, on a le premier, contrat de soumission, il est pas bien, l'objectif n'a pas été réalisé, certains ont pris le pouvoir en usurpant, disons, en trompant les faibles coalisés, et du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que chacun, en faisant un contrat d'association, remette tous ses droits, toute son aide, tous ses droits, toute sa personne à toute la communauté. Toute la communauté, tu donnes tout, tu donnes tes droits naturels, tu donnes tous tes droits, tu remets ça à la communauté, les autres vont faire pareil, chacun va le faire, et du coup, vu que chacun se donne tout entier, on pourrait dire que tout le monde n'a rien, tout le monde a une partie des droits du peuple. La condition est égale pour tous, tout le monde s'est donné, tout entier. Et la condition étant égale pour tous, nul n'a intérêt de la rendre onéreuse aux autres, car la rendant onéreuse aux autres, il se la rend onéreuse à lui-même. Puisque chacun, en fait, il théorise un peu l'idée d'une démocratie, où chacun aurait une part de la souveraineté, une part de la décision à prendre. Il aurait une part du pouvoir, chacun ayant une part égale de l'autre. Donc maintenant, passons à une autre partie, parce qu'il nous faut accélérer, sinon cet épisode va être beaucoup trop long malgré le montage. Faire société pour son bonheur et le bonheur de chacun. Alors là, c'est une idée, c'est un raisonnement plus personnel, qui bien sûr s'inspire de ces idées du contrat social, notamment la vision de Rousseau, et aussi là plus particulièrement la vision de Locke, que je viens de présenter. L'homme fait société égoïstement. Bon, ça c'est pour revenir à l'état de nature, pour son propre bonheur. Cette idée de bonheur. Pourquoi est-ce que je mets cette idée de bonheur ici? Alors l'homme, pour moi, nous n'allons pas aller jusqu'à dans la morale, mais l'homme, il agit égoïstement pour son propre bonheur, il recherche le bonheur. C'est son objectif. On va pas définir ce qu'est le bonheur ici, on n'a pas le temps, c'est la philosophie, on n'a pas le temps, c'est pas l'objectif non plus. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il s'associe avec les autres. Vous pouvez dire, mais pourquoi est-ce qu'il ne garde pas tout pour lui, il essaie pas de s'approprier les choses, les biens? Pourquoi est-ce qu'il reste pas dans l'état de nature et essaie égoïstement de garder tout pour lui, de prendre tout pour lui? Mais parce que c'est plutôt de l'égocentrisme, c'est rester centré sur soi-même, là c'est de l'égoïsme. Et du coup, il peut augmenter ses gains, partager les tâches, mutualiser les pertes, mieux se défendre, ils peuvent se porter mutuellement assistance. Quand on s'allie aux autres, on en retire quelque chose, meilleure défense, ce qui est très important dans l'état de nature. Si on est tout seul, on peut pas se soigner si on a un problème, on peut pas se prendre soin de soi-même si on a un problème. Si on a une jambe cassée, personne viendra nous aider. Si on est malade, qu'on n'arrive plus à bouger, personne viendra nous nourrir. On peut pas partager les tâches pour aller pour que lui aille uniquement chasser, l'autre aille uniquement cueillir, l'autre aille uniquement tisser, l'autre aille uniquement couper du bois. Enfin bref, vous voyez le truc. On peut pas partager les tâches, on peut pas augmenter les gains en faisant ça, on peut pas mutualiser non plus les pertes. S'il y a une perte qui nous arrive quand on est seul, on prend tout. On perd tout. S'il y a, disons, mieux se défendre, mutualiser les pertes dans cette idée aussi que si on a une agression extérieure qui vient d'un autre groupe, d'autres êtres humains, d'animaux, de végétaux, de l'environnement, si on a une agression extérieure, en tant que groupe, on y résistera potentiellement mieux. Et c'est aussi, si vous avez vu le précédent épisode, c'est aussi ce que je disais quand je parlais des avantages des grandes sociétés, qui ont plus de chances de résister à de grands coups. Alors, d'abord, l'homme forme du coup un contrat d'association avec quelques-uns. Il forme une petite communauté, il vit alors en bande, et en tribu. Et ensuite, que va-t-il faire? Certains vont prendre de l'importance,
au sein de ces sociétés, par les rôles qu'ils jouent, la diplomatie, les croyances des chefs religieux. Quand je dis chef, comme on l'avait vu la dernière fois, c'est pas vraiment, ils sont pas vraiment des supérieurs, pas au début en tout cas, ce sont des gens qui ont des rôles sociaux, des rôles différents du reste du groupe, donc un chef religieux, un chef arbitre, un chef qui sert à la diplomatie, à l'arbitrage ou à d'autres choses, et progressivement il forme alors un contrat de soumission, puisqu'il commence à prendre de l'importance. Progressivement apparaissent des tribus avec des chefs puissants, des chefferies ensuite, des états, alors qu'en même temps, j'ai bien souligné progressivement, c'est très important, ça a pris des milliers, des centaines, des milliers d'années, c'est très long, c'est un processus. Alors qu'en même temps, les hommes se sédentarisent, ils se multiplient, croissance démographique, légère, ou au moins concentration des êtres humains à un même endroit. Ils se mettent à l'agriculture, et deviennent alors plus contrôlables. L'impôt, les murailles deviennent possibles, mais ils doivent aussi être défendus du coup. Il y a eu des résistances à ce racket de protection mis en œuvre par une bande de voleurs qui l'a emporté sur les autres. En fait, là je m'inspire d'Homo Domesticus, ça c'est une situation de James C. Scott, l'auteur d'Homo Domesticus, où il développe... C'est compliqué de résumer un livre alors qu'on est dans une vidéo qui est censée être courte, on est sur YouTube, faut pas oublier. On est sur YouTube, faut pas oublier. Essayons de faire court. Homo Domesticus, c'est l'idée que les hommes sont sédentarisés, tout ça, et se sont domestiqués à leur lieu de résidence, à leur niche écologique. Voilà. Il y a cette idée-là, et il y a aussi ce que je viens de dire. Bon, je vois le temps qui passe, je pense que c'est assez clair. Progressivement, du coup, apparaissent des tribus, des chefs, etc. Ainsi se forme le contrat de soumission, progressivement, par le racket de protection mis en œuvre par une bande de voleurs, qui a emporté sur les autres. Ainsi se développe une division du travail, se développent les chefferies, se développent les états, avec une hiérarchie, avec un gouvernement, parfois un roi, assez souvent au début un roi, parfois une élite, une oligarchie, etc. Donc, ça c'est un peu pour revenir c'est un peu le contrat social vu sous une autre dimension plus personnelle, plus de ma personne, hein. Parce qu'on n'oublie pas, c'est quand même une série politique. Conclusion du coup. Allons-y, faisons vite. À l'état de nature. Qu'est-ce que j'ai dit? Que c'était un homme égoïste, partagé entre passion et raison, ni bon ni mauvais, mais qui peut être bon comme mauvais. Il n'est ni bon ni mauvais par essence, il peut le devenir bon, il peut devenir mauvais également. Voilà, donc on avait parlé d'Hobbes, on avait parlé de Locke et de Rousseau dans leur vision de l'état de nature, on a vu aussi leur vision du contrat social, ça c'est pour un peu la culture générale, et je m'y suis appuyé, je me suis appuyé là-dessus, sur ces idées, je me suis inspiré, disons. On a aussi parlé de Gigès, du coup. De quoi a-t-on parlé d'autre? On parle de l'anneau de Gigès, de l'insociabilité, la formule de Kant, et le moi, le ça, le surmoi de Freud. Ça a permis de dire que l'homme était divisé entre passion et raison, entre les pulsions, et sa raison, et même son surmoi, hein, pour aller un peu plus loin, pour aller dans des idées plus sociologiques et psychologiques, socio-psychologiques même. Alors, faire société, du coup, pourquoi faire société? Pour son propre bonheur, et le bonheur de chacun. Faire société pour son propre bonheur, et le bonheur de chacun. On augmente les gains, comme je viens de le dire, on partage les tâches, on mutualise les pertes, on se défend mieux, on se porte mutuellement assistance. On s'unit, on passe un contrat d'association dans le but pour soi, et du coup pour les autres, chacun, pour le bonheur de chacun. Par la recherche de son propre bonheur, on va contribuer au bonheur des autres. Et puis évidemment, on peut aussi faire la guerre, hein. L'égoïsme, c'est pas quelque chose de forcément bon en soi, hein. N'entendez pas ça comme ça, hein. C'est plus compliqué que ça. Par contre, il y a eu un contrat de soumission qui a été imposé, ça a été la formation de l'État. Donc on a vu notamment avec Scott rapidement Homo Domesticus, mais on pourrait penser
à la formation de l'État vue par plein d'autres auteurs, Weber, Elias. Pour ceux qui font de la science politique, ça vous dit quelque chose. Pour ceux qui font du droit probablement aussi, et de la philosophie aussi, même si je suis pas sûr qu'on voit la formation de l'État en philo. Alors, ne faut-il pas un contrat de soumission conditionnel du coup, un peu comme Locke le voulait? Ou alors, est-ce qu'il faut plutôt juste réussir à faire ce que Rousseau souhaitait, ce qu'on a peut-être réussi à faire actuellement, est-ce qu'il faut seulement un contrat d'association, une démocratie parfaite, où chacun a une part de la souveraineté égale à celle des autres, et remet entièrement tout son aide, tous ses droits à la communauté? C'est une question, on répondra évidemment à toutes ces questions progressivement, il y a plein d'épisodes encore qui vont venir, sur plein de sujets, la garantie des droits, quel régime, on va y venir assez rapidement, vous allez voir. Du coup, pour répondre à la question de cet épisode, quelle société, dans quel but faire société? Pour son propre bonheur, pour soi, pour le bonheur de chacun, et du coup pour le bonheur de tous. Et ça va avoir une importance quand on va se poser la question de pourquoi, de quelle fonction à l'État. Pourquoi faire société, et du coup pourquoi faire société, dans quel but faire société, dans le but de son propre bonheur, du bonheur de chacun, du coup, du bonheur de tous. Et ce sera vraiment important quand on parlera des fonctions. Voilà. Et du coup, pour répondre à la question du précédent épisode, je vous rappelle la question. Dans quel but faire société, c'est celui-là. Une continuation pour quel type de société? Une constitution pour quel type de société? On avait parlé rapidement de chefferie, de tribus, de bandes, pas dans cet ordre-là, et d'État. Alors moi, ma réponse ce sera l'État. Parce qu'on y reviendra également, là on vit sous un État, dans un État, c'est plus clair comme ça, dans un État. C'est notre société, c'est notre forme de société, c'est un État moderne même. Et pourquoi, du coup, faudrait-il ça? Alors je vais nuancer quand même mon propos, parce que évidemment, vivre dans des tribus, dans des bandes, comme pourraient le souhaiter quelques personnes politiques, je pense notamment à des anarchistes ou à des anarcho-primitivistes qui n'aiment pas l'État, etc. Moi je pense que la tribu, la bande, c'est pas quelque chose de mauvais en soi, bien évidemment, c'est pas quelque chose de mauvais en soi, et du coup, on peut l'autoriser. Ça peut être une bonne chose. Mais, pour l'ensemble des êtres humains, pour l'ensemble de la France, par exemple, puisqu'on se place vraiment dans une perspective de constitution, de domaine constitutionnel français, puisque je ne me permettrai pas d'aller critiquer, déjà parce que je connais pas très bien, les autres États, même si ça peut servir pour les autres États, bien évidemment, pour penser des constitutions des autres États, mais on y reviendra à ça, à l'aspect contextuel de la Constitution, au fait que la Constitution peut ou ne peut pas être universelle. Ça on y reviendra dans un épisode entier, donc c'est compliqué. C'est vraiment compliqué dans les constitutionnels, je suis en fin d'épisode donc je peux le dire, c'est vraiment compliqué parce que il y a plein de notions, ça implique plein de choses, ça implique beaucoup de politique, de philosophie, de science, ça implique beaucoup de choses. Il est très compliqué de commencer par un bout sans parler d'autre chose qui viendra plus tard. C'est compliqué d'organiser parce que, par exemple, je vous ai parlé dès le premier épisode de dès le premier épisode ou l'épisode précédent. Non, dès le premier épisode, je vous ai parlé d'état de droit, mais on y reviendra encore une fois. Même si j'ai pas prévu d'épisode entier dessus, on y reviendra. Quoi d'autre? Là, par exemple, je parle de la contextualité, du fait que la Constitution, elle est contextuelle, elle dépend du contexte, elle dépend de l'environnement, elle dépend de la situation, elle dépend du pays, elle dépend de tout un tas de choses. Je l'utilise pour dire que l'État est quelque chose de souhaitable actuellement, puisqu'on vit dans un État, et que ce serait terriblement mauvais pour l'ensemble de la population de passer, surtout si on le fait brutalement, à des tribus ou ce genre de choses. Notamment on perdrait une complexité technologique, puisqu'évidemment en vivant dans des tribus on aurait beaucoup de mal à nous organiser et à faire des objets compliqués qui nécessitent des milliers, voire des millions de personnes. Parce que c'est ça la division du travail.
c'est chacun participe un tout petit peu à constituer un ordinateur, à constituer un vêtement, même un vêtement. Faut penser à ça, je vous renvoie à Adam Smith, je crois avec ses exemples, peut-être pas du sac de pommes de terre, je sais plus. Je vous renvoie à Adam Smith, pour ceux qui sont intéressés. Faut conclure. Il faut conclure, je sais. C'est vraiment intéressant ce genre de choses. Pensez bien à réfléchir à tout ça. Vous pouvez regarder Adam Smith, je crois que c'est l'exemple du pull aussi. Parce qu'il faut faire, pour tricoter un pull, il faut faire l'aiguille, il faut récolter la laine, il faut tailler la laine, il faut la teinture, mais pour ça il a fallu des roues, pour ça il a fallu des carrosses, pour ça il a fallu ceci, il a fallu cela, etc. Et du coup, toute la société anglaise, puisque Adam Smith écrit tout l'Angleterre, tout le Royaume-Uni, tout le United Kingdom, tout le Royaume-Uni, a dû concourir, voire même les étrangers, ont dû concourir à la formation d'un simple pull. Donc tout est lié. Tout est lié. Et on perdrait en complexité, on perdrait en outils complexes, on perdrait les téléphones portables, les communications, on perdrait également probablement la santé si on revenait à des sociétés beaucoup plus petites, beaucoup moins complexifiées, avec beaucoup moins de division du travail. C'est pour ça que pour moi l'État s'impose. L'État s'impose actuellement comme la seule alternative de société, même si, bien évidemment, si certains veulent tenter l'expérience d'une tribu, vivre en bande, vivre un peu en marge, on peut le concevoir, on pourrait même l'autoriser politiquement, bien sûr, en étant contrôlé, avec sous certaines conditions, etc., pour pas que ça remette en cause complètement l'autorité de l'État, puisqu'évidemment, on n'est pas tous d'accord pour dire que l'État, on n'est pas tous conscients non plus que l'État est peut-être la meilleure chose pour nous, pour notre propre bonheur, et que, comme dirait Machiavel encore une fois, c'est un mal nécessaire, c'est le moindre mal, disons-le plutôt comme ça. Là, l'épisode s'éternise, je pense que vous avez compris, donc, conclusion de la conclusion, réponse à cet épisode, dans quel but de faire société, pour son propre bonheur, et le bonheur de chacun, et du coup le bonheur de tous. Pourquoi quel type de société? C'était la question de l'épisode précédent. L'État. Pourquoi l'État? Parce que ça s'impose à nous actuellement, puisque ça nous permet, on vit là-dedans, et repartir à des chefferies, à des tribus, pourrait être une mauvaise chose pour beaucoup de personnes, puisqu'on perdrait la complexité, de la division du travail, on serait aussi vulnérable à des agressions extérieures, d'autres États. Peut-être quand si on se fragmentait, si la France se fragmentait, si n'importe quel État se fragmentait en multitude de tribus, il n'est pas exclu que d'autres États en profiteraient. Pour prendre nos ressources, pour venir s'installer chez nous, pas de façon pacifique, en prenant le pouvoir chez nous, je veux dire, Pas juste bonjour, on vient vous prendre du bois, on vous donne un peu de blé à la place, voilà, en échange, non, vraiment, s'installer. Bref, merci d'avoir regardé cet épisode. Pour ceux qui ont réussi à me suivre sur la fin, il faut vraiment que j'arrête de partir en digression. Ces sujets m'intéressent énormément, vous le comprenez, j'espère que ça vous intéresse aussi. J'essaie, au moment du montage, de raccourcir la durée des épisodes, de faire le plus de montage pour couper les blancs, pour réduire le temps, pour que ce soit plus digeste. Et donc probablement que tout ce que je viens de dire, vous ne l'avez pas entendu. Et oui, parce que je me suis répété. J'espère que ça vous a plu. C'était Elsker, et à la prochaine.